Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vais vous faire la dernière webconf de ce cycle avant l'été. Il y en aura deux à la rentrée. Et plutôt que de parler d'addiction aux écrans, je n'aime pas trop ce terme en fait. On va parler d'hyper-usage connecté, l'HUC. C'est un acronyme que j'utilise maintenant. Et bien évidemment, ça peut évoluer vers un process addictif. Mais tout le monde n'est pas addict à ce qu'il y a derrière les écrans. Heureusement d'ailleurs. Pour commencer, déjà, il faut parler de deux choses, le temps écran et et les médias digitaux. Donc, le temps écran, euh, c'est quelque chose qui inquiète les parents. Et c'est ce qui est dans la vie quotidienne de nos enfants et de nos adolescents, et des adultes aussi. Mais en fait, les parents posent des questions auprès des professionnels de santé sur quels sont les risques de ce temps écran pour la santé physique, mentale, notre vie de famille. Il faut bien prendre en compte deux choses. Donc, le temps écran, c'est le temps passé sur un ou plusieurs supports, et le média digital qui est utilisé, donc le contenu diffusé via Internet, via différents outils et réseaux sociaux. Aujourd'hui, la communication, comme vous le savez, elle repose sur trois choses. Elle repose sur les smartphones, la tablette, l'ordinateur, et les foyers ont au moins un, deux ou trois éléments multipliés par n dans la famille. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que globalement, euh, il y a différents éléments utilisés, enfin, qu'on utilise par rapport à ces outils. Donc, en un, c'est surtout le texting, le WhatsApp ou Signal. Il y a les emails, les photos et les vidéos, les réseaux sociaux, différents types, différents âges, et tout ce qui est visio, donc le Skype, le FaceTime, le Teams, le Zoom, comme ce soir par exemple. Et on s'aperçoit que appeler au téléphone devient vraiment très, très minoritaire dans l'utilisation de ces outils. Ce qui se passe, c'est que les enfants en âge scolaire donc, sont sollicités en permanence pour utiliser des médias digitaux, à la fois à l'école et à la fois à la maison. Et que c'est un vrai support pédagogique d'utiliser des médias digitaux pour réviser, pour apprendre, pour même s'entraîner. Et on voit très bien que la télé, c'était il y a très longtemps maintenant, et c'est surtout YouTube, surtout tout ce qui est à la demande, le web, les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Même par les jeux vidéo, on communique énormément. Et que pour nos enfants et nos adolescents, eh ben, la télé a un peu disparu, c'est surtout YouTube et tout ce qui est à la demande. Alors, les sites les plus visités, c'est quand on reprend un peu les données générales, eh ben, c'est Google, c'est YouTube, c'est Facebook, Wikipédia. Et en dernier arrive, mais au sommet des choses, Pornhub, qui est un site porno en streaming. Le temps de session moyen le plus élevé, c'est sur YouTube. En gros, c'est autour de 22 minutes presque. Et les sessions sur Google, sur Facebook ou sur Pornhub sont assez équivalentes en temps. Alors, vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé pour ceux qui étaient là aux précédentes conférences, mais en gros, on ne devient pas addict comme ça. Il y a différentes étapes. Il y a l'usage simple, il y a l'usage excessif et il y a l'addiction. Et en fait, si on met en regard les notions de connexion, l'usage simple, c'est on est hyper connecté et ça nous fait plaisir. Donc, il y a plein de monde qui est hyper connecté et il y a plein de monde à qui ça fait plaisir. La deuxième étape, c'est l'hyperconnexion pathologique qui est en rapport avec l'usage excessif, avec encore du plaisir, des dommages et un début de déplaisir. Et enfin, l'addiction, c'est contrainte, dommage, et il n'y a plus de plaisir, comme on l'a dit plusieurs fois lors de ces conférences. Alors, vous vous souvenez de ce mot technique, je ne reviens pas, je le dis tout le temps, mais c'est les 5 C pour définir ce qu'est l'addiction. Et la cyberaddiction, c'est un terme très, très générique qui qui englobe plein d'éléments, mais il y a une multiplicité de termes, si vous voulez, pour parler de cyberaddiction. Ça peut être Internet addiction, Internet dependency, pathological Internet use, l'usage pathologique d'Internet, l'usage problématique d'Internet ou l'usage excessif d'Internet. Et finalement, tous ces éléments-là veulent dire la même chose, mais ça dépend des pays, ça dépend des générations, comment on peut utiliser, mais globalement, on va utiliser cyberaddiction. Et c'est un terme qui englobe donc une dépendance à l'outil technologique, informatique, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, aux jeux de hasard et d'argent, aux activités sexuelles en ligne, aux achats,
aux formes de communication synchrone et asynchrone, hein, tout ce qui est emailing, réseaux sociaux, etc., les webcams, et au binge watching, pardon. Le binge watching, c'est pas considéré comme une addiction, c'est une consommation compulsive de séries télé, par exemple sur Netflix ou sur d'autres supports comme Amazon Prime, etc. Alors, on va parler de smartphones. Donc, il y a toute une clinique comportementale avec les smartphones. Moi, j'appelle ça le cordon ombilical psychosocial, hein. C'est une extension de l'e-soi, hein. C'est vraiment ce doudou virtuel à composante tactile qui nous rassure, qui nous permet de tout vérifier, qui nous permet de répondre immédiatement à n'importe quelle sollicitation et on communique en temps réel. Et chez certaines personnes, il y a un over-usage de ce smartphone. Et il y a toute une terminologie connectée derrière ce smartphone. Il y a la nomophobie, qui est la contraction de no mobile phobia, hein, la peur de ne plus avoir son mobile, qu'on peut comparer à de l'anxiété de la batterie faible, hein. Quand vous avez une batterie faible, vous vous sentez un peu angoissé, on est un peu nomophobe. Et il y a une dépendance claire à l'outil technologique. Donc une dépendance à son smartphone, mais pas à l'écran, à l'outil. Et donc c'est une véritable techno-angoisse de séparation, c'est une angoisse d'être déconnecté, et on va tout faire pour, on va mettre en place des stratégies pour ne pas être privé de son portable. Il ne faut surtout pas rater d'échanges, de moments virtuels. Et il y a même des signes, hein, anxieux liés à la nomophobie, hein. Ça a été testé chez certaines personnes. Et ben, les nomophobes, quand ils n'ont pas accès à leur portable ou peu accès à leur portable, et ben, leur fréquence cardiaque augmente, leur tension artérielle augmente, ils ne se sentent pas bien, ils sont angoissés, et ils ont même une diminution des performances cognitives comme l'attention, par exemple. Alors, je vous propose des critères comportementaux, hein, vous les connaissez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ou je vous ai eu dans différents cours ou DU ou MOOC, mais les critères comportementaux de la nomophobie, ben, c'est être sans smartphone, être sans son smartphone et l'oublier en partant à l'école, au travail, ça vous panique. Voir sa batterie mourir, pareil. Pas avoir de réseau aussi. La première chose qu'on fait quand on arrive quelque part, c'est trouver une prise pour charger son portable et ou du Wi-Fi. Quand on vous demande votre chargeur, vous hésitez par peur de ne plus le revoir. Vous entendez votre smartphone sonner ou vibrer et vous ne pouvez pas répondre, c'est source de frustration. Votre smartphone est devenu votre clé USB mentale, il y a tout dedans. Un dysfonctionnement de votre smartphone vous inquiète comme si votre enfant était malade, vous ne pouvez pas dormir sans. Et avoir l'écran de son smartphone cassé vous inquiète parce que vous avez peur d'être séparé de lui quelques heures. Un autre type de terminologie, ce sont les SMOMBI. Les SMOMBI, c'est la contraction de zombie et smartphone. Et vous voyez le panneau, hein, vous voyez le panneau avec des têtes baissées qui regardent le smartphone. Donc, en gros, c'est pas source de symptômes psychiques, mais c'est source plutôt d'accidents corporels. Et à tel point qu'il y a des risques dans certains pays, en Allemagne, en Israël, en Corée du Sud, ils ont mis en place des applications qui alertent d'un danger dans la rue ou des bandes lumineuses qui sont au sol et qui sont connectées au feu et qui envoient directement des messages sur votre smartphone. Alors, il y a un autre élément de terminologie connectée, ben, c'est le phubbing. Le phubbing, c'est la contraction de smartphone et snubbing. C'est en gros télésnobber. En gros, vous êtes tous ensemble à une table, en train je sais pas, vous vous retrouvez entre amis, tous vaccinés, post-Covid. Et il y en a un qui sont sur son portable au milieu de la conversation et qui vous écoute absolument pas et qui reste les yeux rivés sur son portable. On voit ça aussi au restaurant, dans la rue, en réunion, dans un dîner, en voyage, etc. Donc, pas de symptômes psychiques, mais symptômes plutôt d'allure relationnelle, avec des risques pour la relation quand même. L'autre terminologie connectée, c'est les sleep phoners. Donc, c'est la contraction de smartphone et sleeping pour dormir. Donc, les gens, les sleep phoners sont des gens qui sont en mode veille permanente. Ils dorment jamais, en fait. Ils ont un sommeil qui est très, très superficiel, très anarchique. Le smartphone est contre elle, lui, contre sous l'oreiller, sur l'oreiller. On s'endort avec, on gère ses insomnies avec. Et vous vous doutez bien que ça implique des troubles du sommeil. La tasagoraphobie digitale, j'adore ce nom. La tasagoraphobie digitale, c'est un mot que j'adore. Et en fait, l'idée de la tasagoraphobie, c'est en fait le besoin d'être rassuré en permanence, la peur qu'on nous oublie en fait. Hein, c'est une espèce d'angoisse d'abandon virtuel en gros. Et il faut être rassurant en permanence de l'affection portée par les amis. En gros, vous envoyez des SMS, des WhatsApp,
vous ne recevez pas de message immédiatement, ça vous inquiète, c'est stressant, vous interprétez. Pareil avec les likes, avec les partages, avec les retweets, avec les commentaires sur les réseaux sociaux. Voilà, tout est interprété. Et c'est un véritable symptôme d'angoisse, hein, avec les mains moites, des sueurs, sécheresse de la bouche, un cœur qui bat vite. Et c'est lié à des symptômes comme l'estime de soi faible, une immaturité affective et cet abandonnisme. Alors, les risques du smartphone, comme vous l'avez vu, il y a des altérations du sommeil, notamment tout ce qui est diode bleue, diode colorée, ça altère un peu l'architecture du sommeil. Donc, la nuit, il vaut mieux se mettre en mode nuit. Hein, si on regarde son portable, il vaut mieux éviter de regarder son portable. Il y a un retentissement physique avec le syndrome de l'œil sec, des troubles musculo-squelettiques qui touchent les doigts, qui tapent sans arrêt sur le clavier. Il peut y avoir des douleurs cervicales, des douleurs des poignets. Et il n'y a pas de maladie psychiatrique associée au smartphone. Il y a des symptômes psychologiques comme les troubles de la concentration, de l'attention, l'anxiété, de la tristesse. Bien évidemment, comme on l'a vu, hein, il y a des risques d'accident, de la route, la voie publique. Il y a aussi cette notion de vibration et de sonnerie fantôme. Vous avez souvent peut-être déjà ressenti que des vibrations de votre téléphone ou des sonneries de votre téléphone alors que personne n'appelle ou personne ne vous envoie un message. Alors, ce n'est pas pathologique, ça devient pathologique quand c'est non-stop. Bien évidemment, il y a un risque d'addiction, hein, mais c'est vraiment un des risques, et c'est un risque qui est plutôt peu fréquent, hein, mais en gros, 10% des sujets interrogés sur une étude étaient dépendants à leur smartphone, et c'est complètement en lien avec l'interaction avec la machine, donc des symptômes type 5C, quoi. Ça va, vous m'entendez? Tout va bien? Oui, parfaitement. Super. Alors, des conseils pour ces smartphones. Des conseils, c'est quoi? C'est enlever vos notifications, enlever vos sonneries, vos vibrations, vos alertes, vos flashs lumineux, c'est pas la peine. C'est pas la peine de tout mettre comme ça en mode immédiateté. Ne répondez pas toujours immédiatement à tout. Hein, et même prévenez ceux qui sont agoraphobes, de leur dire, bon, ok, voilà, je suis là, je vais te répondre, si forcément pas tout de suite. Arrêtez de tout vérifier sans arrêt lorsque vous discutez avec quelqu'un. Mettez votre smartphone en mode nuit, je vous l'ai dit, si vous consultez votre smartphone la nuit. Évitez le smartphone au moins 1 heure avant le coucher. Alors, chez les jeunes, chez les plus vieux, chez tout le monde, en fait. Il y a une expérience assez marrante à faire. C'est en fait tous les fabricants de smartphones et d'applications utilisent des applications très, très colorées, avec des couleurs très, très vives. Et le problème, c'est que ces couleurs vives excitent votre cerveau. Ça s'appelle du neuromarketing. Et en gros, l'expérience, c'est inverser les couleurs de votre smartphone en le mettant dans des tons foncés, en noir et blanc, par exemple. Vous verrez que vous allez aller un peu moins dessus. Il faut limiter le smartphone quand on est seul, avec ses enfants, en famille, en réunion, etc. Donc, ce télésnubbing, hein. Pas d'usage au volant du smartphone, c'est hyper dangereux. Évitez de toujours dégainer votre smartphone quand vous êtes quelque part, de poser votre smartphone à côté de vous. Vous inquiétez pas, vous pouvez le garder dans votre poche. Rien ne va se passer, il n'y aura rien de grave. Vaut mieux mettre en mode avion le téléphone le soir, et pour ceux qui utilisent leur réveil avec leur smartphone, en mode avion, ça fonctionne. Et je recommande d'éviter de passer énormément de temps sur le smartphone avant de s'endormir parce que vraiment, ça perturbe l'architecture, ça c'est clair. Et il vaut mieux pas se précipiter sur son smartphone si vous faites une insomnie. Alors, ça, c'est un message que je donne tout le temps, mais c'est pas de smartphone pas d'écran globalement dans la chambre des enfants et des adolescents. Et l'écran doit être limité dans la chambre des enfants et des adolescents à l'utilisation, par exemple, pour les devoirs. Mais il vaut mieux pas de smartphone déjà dans la chambre. Il y a l'expérience de la boîte à smartphone qui est pas mal, comme la boîte à doudou dans les crèches. Et faire des smartphone breaks, alors pas de digital detox, hein, ça ne sert à rien, c'est n'importe quoi. Mais les smartphone breaks, c'est vous fixer des temps sans votre smartphone pendant les vacances, les week-ends, ou même pendant une journée de travail. Il y a les vacances dans les régions sans réseau, ça peut faire du bien. Mais encore une fois, on ne fait pas de cure de sevrage pour du smartphone. Et votre smartphone n'est pas votre seul ami si vous êtes déprimé. Il y a plein d'autres solutions. Et évitez le nounou smartphone pour être tranquille avec les enfants.
Alors, si je passe aux jeux vidéo, les jeux vidéo, c'est clair, on ne va pas les diaboliser, on ne va pas les banaliser, mais une surconsommation, eh ben, il peut avoir des conséquences négatives relationnelles, sociales, psycho, physiques. Et c'est vrai que jouer beaucoup tout seul, ben, sans échanger avec les autres, ben, c'est pas top. Chez les plus jeunes, il y a des risques de pensée zapping, hein, ça part dans tous les sens, hein, on a du mal à se concentrer, on a du mal à mémoriser. Et pour certains, ça peut conduire aux troubles liés à l'usage des jeux. C'est l'équivalent de l'addiction aux jeux vidéo, mais ils n'ont pas voulu utiliser le terme addiction. Alors, déjà, les avantages des jeux vidéo, en gros, les jeux en 3D, c'est plus efficace, c'est plus bénéfique sur la mémoire et d'autres fonctions que les jeux 2D. Ça, c'est un point important. L'autre point important, c'est que certains jeux vidéo d'action qui peuvent être violents, donc il faut respecter quand même les normes d'âge, même si c'est toujours pas très bien respecté, eh ben, clairement, ces jeux vidéo d'action ont des effets bénéfiques sur les capacités cognitives des adolescents et des jeunes adultes. Une exposition prolongée à des jeux violents ne rend pas violent. Ça peut altérer chez les plus jeunes un peu le fonctionnement cérébral avec des risques, mais on ne va pas sortir avec un pistolet mitrailleur et tirer sur tout le monde. Il y a d'autres jeux en ligne, hein, en réalité augmentée, qui peuvent être potentiellement addictogènes, hein. On prend des jeux comme Candy Crush, vous voyez, c'est très coloré. Eh ben, on voit que c'est très, très addictogène, qu'on a du mal un peu à s'arrêter. Donc, il y a de cette stimulation de neuromarketing derrière. Et les jeux comme Fortnite, pareil, bon, il y a eu du bruit sur Fortnite, disant ça rend addict, ou il y a d'autres jeux comme PUBG, etc. Bon, encore une fois, ceux qui deviennent addicts à un support, ils ont une vulnérabilité à être addicts. Alors, les bénéfices potentiels des jeux, ben, il y a déjà les jeux vidéo coopératifs ou compétitifs, ben, c'est bien d'en faire avec des amis ou en famille. Le jeu vidéo a un effet sociabilisant chez le garçon surtout, et on voit bien maintenant que avec les supports en ligne un peu contrôlés, hein, sur des consoles de jeux vidéo, eh ben, on voit que bah, finalement, les liens amicaux se poursuivent à travers l'écran et sur des opérations à plusieurs. Donc, il y a quand même quelque chose de positif, avec un sentiment de bien-être, un comportement prosocial, et il y a moins de troubles de conduite, hein. Ce n'est pas parce que les jeunes vont jouer à Call of Duty un tout petit peu qu'ils vont devenir comme les personnages. Le temps passé devant un écran loisir est associé à est associé à un risque de dépression qui est plus faible par rapport à l'absence de temps passé devant un écran, hein. Donc, ça veut dire que clairement, ne pas jouer contre jouer un peu, ben, ne pas jouer, ben, ça peut induire des symptômes dépressifs. L'exposition à ce qui est inapproprié ou violent ou un écran dans la chambre, c'est pas bon, je vous l'ai dit, il y a un risque pour le développement et le comportement, et ce d'autant plus si les, jeunes, les enfants sont jeunes. Il y a une étude qui a montré que rester devant un écran plus de 3 heures à l'âge de 5 ans peut entraîner des problèmes de conduite à 7 ans. Encore une fois, il y a d'autres variables qui entrent en jeu, mais clairement, il faut distinguer écran loisir d'écran travail, et il faut surtout faire attention aux habitudes familiales. C'est-à-dire que si tout le monde est connecté en permanence dans la famille, je ne vois pas pourquoi tout le monde ne serait pas enquisté dans le problème, hein. Donc, il y a quand même cette règle qui doit passer par comment ça se passe dans la famille. Il faut éviter le média multitâche, ça veut dire diviser son attention entre différents périphériques, hein. Ce n'est pas très très bon au niveau attentionnel, et ça peut avoir un impact négatif, hein, sur tout ce qui est apprentissage et sur les résultats. Il y a des études qui ont montré que ça avait un impact sur les résultats scolaires. Alors, ça perturbe aussi les risques, hein, bah, beaucoup d'écrans de jeux vidéo ou de réseaux sociaux, etc. Bah, ça perturbe, on lit moins bien, on est un petit peu moins bon en logique et en mathématiques. Et encore une fois, il faut prendre en compte cette vulnérabilité des enfants et des ados et les conséquences socio-cognitives négatives que peut avoir l'utilisation intensive, hein, d'un écran. Et d'ailleurs, on voit, hein, vous voyez sur cette diapositive, cette slide, eh ben, on voit les altérations, les images que vous voyez en orangé, ben, c'est des altérations de certains réseaux cérébraux chez les plus jeunes qui sont très exposés aux écrans. Voilà le diagnostic du trouble de jeu vidéo, donc une pathologie qui a été proposée par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé. Donc un comportement de jeu persistant ou récurrent sur au moins un an qui peut être en ligne ou hors ligne, avec en gros les 5 C, hein, une perte de contrôle, un craving, un usage continu, des conséquences,
une escalade du jeu, etc. Donc, on est dans des critères d'addiction, mais on ne parle pas d'addiction aux jeux vidéo, on parle de trouble du jeu vidéo. Alors, comment repérer si son enfant ou son ado a des problèmes avec le jeu? Eh bien, ce sont des symptômes complètement aspécifiques, avec un isolement progressif, une, euh, une, euh, une faible estime de soi, une intolérance à la frustration, une irritabilité, des crises de nerfs, de l'angoisse, une altération du sommeil. Ça peut être aussi du mal à contrôler, à réduire son temps de jeu malgré de nombreux essais. Il n'y a plus de règles de vie, il n'y a plus de vie de famille. Les résultats scolaires sont altérés et il y a la notion d'absentéisme. Un point capital, parce que j'ai beaucoup entendu parler de ça dans les médias, ce n'est pas un terme scientifique ce que je vais dire, mais grande connerie de dire que les écrans rendent autistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça n'a jamais été démontré. Il n'y a pas de symptômes autistiques. C'est des symptômes purement comportementaux. Comme le cannabis ne rend pas schizophrène, l'écran ne rend pas autiste. Donc, effacez ça de votre mémoire. Et surtout, si on vous dit ça, vous dites le professeur Carilla euh, nous l'a montré. Alors, si on va vers les adolescents, encore une fois, un autre point, chez les adolescents, il y a un rôle prosocial des écrans et qu'aucun usage ou un usage excessif est associé à des effets négatifs. Ça, c'est le premier point important. Donc, on ne coupe pas l'accès à ces adolescents. Ça ne sert à rien. L'usage modéré, entre 2 et 4 heures jour, est associé à des avantages cognitifs et psychosociaux. Il faut prendre en compte pas le temps écran ni le type d'écran, mais plutôt le contenu, le contexte, les traits psychologiques de l'ado et l'usage de la technologie. Donc, c'est des éléments, vous voyez, on sort du temps, de combien de temps il passe. C'est quand même une variable à ne pas prendre en compte. Et clairement, le monde numérique influe sur des liens sociaux, sur une identité, hein, même virtuelle, et qui n'est pas détachée du réel, sur la notion d'indépendance par rapport au noyau familial, sur la navigation dans un monde virtuel, sur un développement d'autonomie, ça influe sur le mental, ça protège aussi de l'exclusion sociale, c'est certain. Et il faut faire attention à cette identité virtuelle, justement. Donc, parler avec les ados des risques de l'identité virtuelle. Les bénéfices des écrans chez les ados, il y a les liens amicaux, entretenir des relations à la fois online et offline. Les réseaux sociaux peuvent aider pendant des périodes difficiles, de challenge dans la vie, de révision. Moi, je l'ai vu, hein, les externes en médecine qui passaient leur concours de l'internat, les réseaux sociaux étaient très présents pendant leur révision. C'était à la fois des échanges de données d'études et à la fois du fun pendant les moments de pause. Donc, il y a clairement des effets sur le bien-être qui sont positifs. Et on dit en gros, l'usage modéré d'écran, c'est 2 à 4 heures par jour. Ça peut inclure le temps écran de travail. La communication online peut améliorer des traits d'anxiété sociale, hein, et favoriser de nouveaux contacts. Et on voit, on fait plein de contacts avec les réseaux sociaux, même sûrement vous en faites entre vous. Encore une fois, l'effet des jeux vidéo sur les performances cognitives, ça joue un rôle quand même important. Alors, les grands risques, c'est déjà en un, c'est trop de technologie dans la famille, altère la connexion de la famille. Donc, si tout le monde est connecté en permanence, il n'y a plus de connexion familiale. Chacun est dans son côté. Bien sûr, c'est délaisser d'autres activités. Il y a aussi, il faut bien travailler ça avec ses ados, c'est les messages négatifs qu'ils peuvent recevoir peuvent entraîner de l'anxiété et de la dépression. Il faut vraiment parler des échanges sans rentrer dans leur intimité. Un grand usage excessif d'écran peut être source de symptômes dépressifs, enfin pas de dépression, mais de symptômes dépressifs, surtout chez des ados isolés et vulnérables. Bien évidemment, le média multitâche, et même chez les adultes, c'est peu efficace. Et les grands risques, il peut y avoir des risques sur l'hyperactivité, sur des troubles des conduites, sur le bien-être en général, si on est exclu même virtuellement. On peut avoir plutôt du négatif qui va supplanter le positif en termes d'influence. N'oublions pas que les ados ont un cerveau non mature, donc il faut faire attention aux risques en ligne. Les anxieux et dépressifs peuvent utiliser plus la ligne, le online, et avec des inconnus, et donc se mettre à danger. Et il faut faire attention à bien les éduquer sur
ne pas donner d'informations personnelles en ligne, ne pas poster certains types de photos, d'intimité, etc. Sur la santé physique, bah, c'est banal, mais c'est une réalité, hein. Les inactifs vont avoir tendance à moins faire d'activité physique, à passer plus de temps derrière l'écran. Le poids, clairement, l'écran ne fait pas augmenter le poids, c'est plutôt le régime alimentaire qui est associé et le comportement sédentaire qui font augmenter le poids. Somatique, on l'a dit, hein, avec tous les problèmes, ophtalmo, mal de tête, la fatigue, etc. Sur le sommeil, je vous l'ai dit, pas d'écran dans les chambres le soir, parce qu'il y a des risques, vraiment sur l'architecture du sommeil. Et on sait que nos ados, eux, ont plutôt un syndrome de décalage de phase, c'est-à-dire qu'ils se couchent tard et ils se lèvent tôt quand ils vont à l'école. Donc, ça peut encore plus altérer ce décalage de phase. Les autres risques, j'en ai pas parlé, mais il y a quand même le risque de myopie, hein, chez les jeunes, qui est majeur avec les écrans. Et il faut vraiment, il y a une épidémie de myopie là, hein, chez les jeunes, et qui n'est pas forcément en lien avec des facteurs génétiques, etc. Donc il y a une myopie liée à l'usage excessif d'écran, hein, parce que l'œil se contracte en permanence. Et quand les enfants restent longtemps, ça se contracte, ça contracte. Et quand ils dorment, eh ben, il y a encore des spasmes au niveau des yeux. Donc la grande règle, c'est 20-20-20, 20 minutes d'écran, 20 secondes de pause, et essayer de regarder au loin à 20 mètres, comme si on regardait très très loin à 20 mètres. Il y a les dangers des écrans en conduisant, on l'a vu, hein, en conduisant un scoot, en conduisant un Vélib, ce que vous voulez. Clairement, le smartphone, enfin, les écrans ne rendent pas obèses. C'est une pathologie qui est multifactorielle. Par contre, chez les filles et les jeunes filles, il y a un lien significatif entre l'usage de réseaux sociaux, l'anxiété, l'image du corps et les troubles du comportement alimentaire. Donc, il faut vraiment, vraiment en parler avec nos ados filles. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oula. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous entend. J'aurais une petite question, si possible. Ouais, Bon, moi, ouais. j'ai 19 ans, je suis un jeune homme de 19 ans, et c'est vrai que moi, je passe énormément de temps sur les écrans. Ouais. Bah, j'ai pas l'impression que ça me détraque non plus le cerveau, hein, mais c'est vrai que Ouais. je passe 16, 17 heures par jour sur mon ordi, quoi. 17 heures par jour? Ah oui. Mais souvent, c'est soit à travailler, soit à me détendre, à regarder des films, mais c'est surtout pour travailler. Mais c'est vrai que, ouais. Ah, encore une fois, il y a plusieurs choses. Le temps passé sur l'écran hobby, enfin pour le temps de travail et le temps hobby, en gros. Après, s'il y a un travail qui est lié euh, à, à rester derrière un ordinateur, il faut quand même faire des breaks, quoi. Et si ça pose pas de Oui, problème, oui. ça pose pas de problème, c'est tout. Encore une fois, c'est pour ça que dire addiction aux écrans, je crois que il faut plutôt parler en hyper-usage et cet hyper-usage. C'est-à-dire, si vous, vous bossez derrière l'écran, il y a des nécessités de performance, etc., bon, voilà, il n'y a pas de problème. Si ça Mhm. pose aucun problème, il n'y a pas de problème. Et chez vous, les plus jeunes, l'écran, enfin, l'ordinateur est aussi est votre télé, quoi. Votre télé, votre chaîne IFI, c'est un peu tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Euh, comment en arrive-t-on pardon, excusez-moi, un peu l'émotion, sont les thérapies comportementales et cognitives qui sont suggérées en première intention, selon vous, Sur quoi? Sur quel sur, problème? sur des pseudo, enfin, addiction ou non addiction, pour le coup, lorsqu'il y a une très forte consommation ou d'écran ou de jeux ou autre, sur des ados notamment. Oui, on va utiliser. D'abord, on ne va pas cibler une abstinence en jeu. Prenons un exemple de jeu vidéo, par exemple. Hmm. On va pas cibler l'abstinence en jeu vidéo. On ne va pas leur couper leur connexion. On va travailler sur une réduction déjà de la consommation de jeux vidéo, avec essayer de garder toujours autant de plaisir. Alors, ça peut être compliqué, mais en dessous de tout ça, il faut quand même évaluer chez l'ado joueur ou joueuse, hein, faut évaluer s'il n'y a pas des problèmes psychiques en dessous.
s'il n'y a pas d'hyperactivité, s'il n'y a pas des cas de potentiel élevé, s'il n'y a pas des cas de... Enfin, on peut tout imaginer. Comment est le sommeil? Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences physiques, etc. Donc, c'est quelque chose de très, très multimodal. Et la thérapie comportementale, enfin l'approche comportementale et cognitive, va aider à réduire un peu la consommation. D'accord, très bien. L'idée, c'est de réguler la consommation. Ok, donc pas spontanément. Alors, je sais que mon cas ne va pas faire le cas global. Moi, j'ai eu le souci avec mon fils qui va avoir 23 ans. À l'époque, on me disait, comme vous dites, ouais, ça va le rendre autiste et que sais-je autour de moi. Et il a fallu quand même que j'aille à l'époque consulter à Marseille le professeur Ruffo pour me rassurer Ouais, ouais. et pour m'entourer, me faire aider. Et il m'avait dit, mais pas du tout. Et puis, non, non, on ne va pas le mettre sous traitement pour ça. On va faire les choses autrement. Il est geek et puis il va très bien à 7 heures. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, il est totalement sociabilisé. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que, en fait, actuellement, tous les parents, enfin, j'exagère, mais les parents sont focalisés sur le temps passé sur les écrans. Et encore une fois, le message que je veux faire passer, c'est que le temps passé sur les écrans, ce n'est pas une variable stable. Ça ne veut rien dire, en fait. Bien sûr. Ça veut dire, on a l'exemple de tout à l'heure, ce jeune homme de 19 ans qui dit « je passe 16 heures par jour ». Bon, on ne l'a pas évalué, mais c'est pour dire qu'il travaille dessus, il voit la télé dessus, il doit écouter de la musique dessus, il doit échanger en réseau social dessus, et il a l'air, enfin, ça a l'air de ne pas poser de problème. Si ça pose aucun problème, eh Tout à ben, fait. s'il n'y a pas de retentissement sur la vie de famille, s'il n'y a pas de retentissement sur les résultats scolaires, etc., ben, il n'y a pas de problème. Oui, et puis de toute façon, c'est aussi une nouvelle manière d'aborder les choses. Sa sœur, qui est également majeure, fait des jeux de rôle, des choses comme ça. Ils ont des manières différentes Ouais, également maintenant d'aborder. Il y a peu de moyens de les mettre devant la télé, quoi. C'est pas exactement. leur rayon, quoi. Voilà. Exactement. Donc j'arrête de monopoliser l'attention. Non, Merci non, pas du beaucoup. tout. Et je relance le message sur faites gaffe chez les jeunes, myopie et écran, hein, quand même. Oui, ça, l'ophtalmologue nous l'avait également dit. On est une famille d'hypermétropes et elle nous avait également dit qu'on aurait une génération de myopes Ouais. dans les temps à venir, quoi. Enfin, dans les 10 années à venir. Voilà, malheureusement. Super. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est la last avant l'été, hein. Non? Vous préférez les drogues que les écrans, là? C'est vrai, personne n'a l'air de vouloir poser de questions. C'est en fait parce qu'on se sent tellement concerné, on sait tous qu'on est addict et que du coup, on n'ose Ouais, plus rien dire. On est ouais, addict, mais c'est bien des fois de relâcher un peu. Moi, je me dis, ouais. de temps en temps, je prends un Et week-end et je lâche tout. C'est bien après, les smartphone break, hein. ouais, vu que je suis un peu jeune, enfin, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Enfin, c'est vrai que tout ce que vous l'avez dit, mais après, c'est bien. Moi, j'ai un petit frère, par exemple, qui passe des heures sur ces jeux vidéo. Et c'est vrai que des fois, mes parents, ils lui disent calme-toi, calme-toi, calme-toi un petit peu. Mais parce que c'est vrai qu'il passe beaucoup de temps et aux dépens de ses résultats scolaires, par exemple. Bah ça, ouais, ça c'est des éléments qu'il faut prendre en compte, en fait. Ah C'est-à-dire ouais, que c'est sûr. quand il y a un retentissement sur bah, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est vie familiale, etc., c'est là où il faut réaxer les choses et aussi il faut que les parents soient modèles, en fait, dans l'histoire. Oui, oui, oui. Ça m'avait aussi frappé ce que vous avez dit, enfin frappé. Ça avait tilté que fallait pas que ce soit l'écran, fallait pas qu'il soit non plus le doudou, quoi. Exactement. Qu'on soit isolé avec, et moi, c'est un peu mon cas. C'est-à-dire que mon écran, c'est moi tout seul. Enfin, j'ai des amis, mais je veux dire, mon écran, c'est sur qui j'ai confiance, il ne faillira pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais L'écran, j'ai en même l'impression temps, que c'est le meilleur ami. Ça, c'est sûr que. oui, oui, mais il faut aussi pas que être online, il faut être un peu offline Ouais, avec ouais. les amis, etc. Ok, ok. Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant. Ça permet tous facilement de se resituer. Moi, je le vois dans les MOOC, vous l'aviez abordé. Et puis, Ouais, rapidement, l'air de rien, même si ce n'est pas censé parler de nous, on se réévalue un petit peu par rapport à toutes nos sûr. activités. C'est bien, on remet un Oui, point. Et là, j'ai dit, ah, effectivement, il y a des notifications le soir.
qu'il faut que je retire, on fait un petit check rapide, c'est quand même hyper important, sans être hyper connecté. Et là encore, les gamins ont aussi, on oublie peut-être de dire, mais ils apprennent aussi à parler plusieurs langues facilement sur les réseaux sociaux, l'air de rien, sur leurs jeux. Voilà. Oui, oui, et aussi, sur leurs séries aussi. Ouais, et clairement, les interactions qu'ils ont en social par l'intermédiaire de jeux, c'est plutôt bien aussi, quoi. Ouais. Ouais, il n'y a pas que des Une négatifs. question sur le chat. Quid des retards de langage très importants chez les jeunes enfants qui grandissent avec un smartphone et son doudou, une maman qui ne parle plus et ne regarde plus son enfant. Là, dans cette question-là, Lorraine, il y a tout dans votre message. C'est-à-dire que déjà, il y a un dysfonctionnement du noyau familial. Donc, il faut traiter ce noyau familial. Il faut bien évidemment, j'ai dit, il faut éviter le smartphone doudou ou le smartphone nounou. C'est clair qu'il faut arrêter d'avoir ce type de comportement. Après, c'est normal que les enfants s'accrochent. Tout est très neuromarketé. Donc les enfants vont s'accrocher automatiquement, comme les adultes, etc. Donc vraiment, il faut prendre en compte la dimension globale dans l'histoire des écrans et pas être focalisé sur l'écran, le smartphone et le temps passé dessus, ou le jeu vidéo et le temps passé dessus. Parce que ça, c'est non fonctionnel. D'autres questions ? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite de passer un super été. Et je fais un petit coucou à ma productrice Stéphanie Guérin qui s'est connectée ce soir, malgré son emploi du temps de dingue. Donc, merci à tout le monde. Merci à Martine Solvi et l'équipe de Corbeil, encore une fois, pour cette initiative qui est assez inédite. Hein. Et il nous reste 2 confs à la rentrée. Oui. Je crois que notamment, il y aura un peu de sexe à la rentrée. Donc, ce sera un peu pimenté à la rentrée. Hein. Ça tombe bien, on sera bronzés. Voilà, vous serez tous bronzés, tous reposés. Et on parlera de sexe dès la rentrée. Je vous souhaite à tous un super été. Merci. Et puis à très, très bientôt.